Coca-Cola est mondialement connu comme étant un symbole de l'Amérique. Il est créé dans les années 1800 par le docteur John Pemberton, un célèbre médecin. Lorsque la guerre civile éclata, il changea sa blouse blanche pour un uniforme à boutons et rejoignit l'armée. Après s'être fait tirer dessus, on lui administra une drogue potentiellement mortelle pour soulager sa douleur pendant ses dernières heures. Mais il survécut miraculeusement et utilisa son expérience de mort imminente pour créer la marque à 74 milliards de dollars, Coca-Cola. En 1831, John naît dans la petite ville de Knoxville et grandit à Rome, en Géorgie. À 19 ans, il reçoit sa licence pour pratiquer la médecine à Thomsonian, connu pour utiliser les principes de la botanique et de l'herboristerie afin de débarrasser le corps des toxines nocives. À l'époque, cette pratique n'était pas très respectée et beaucoup s'en méfiaient. Mais ça n'a pas empêché John d'ouvrir une société spécialisée en materia medica, l'utilisation de substances pour fabriquer des remèdes médicaux. Quelques années plus tard, John suit une voie plus conventionnelle et obtient un diplôme d'études supérieures en pharmacie. Mais peu de temps après, il abandonne sa blouse blanche pour un uniforme. La guerre civile avait éclaté et John fut nommé premier lieutenant. 3 ans après le début de la bataille, il se fait tirer dessus et tailladé par un sabre. Les médecins ne pensent pas qu'il survivra, alors ils lui donnent de la morphine pour soulager sa douleur pendant ses dernières heures. Mais John survit miraculeusement malgré le dire des médecins. À partir de ce moment, ce n'était plus qu'une question de temps avant que John ne se remette sur pied. Une fois la guerre civile terminée, John aspira à une meilleure vie. Il déménagea avec sa famille à Atlanta et devint un membre éminent d'une entreprise pharmaceutique. Les médias avaient qualifié ce laboratoire comme étant l'un des plus impressionnants des États-Unis, et John devint le médecin le plus célèbre d'Atlanta. Mais à l'abri des regards, John luttait après son expérience de mort imminente. Il était devenu accro à la morphine. Sans aucun remède connu pour cette mauvaise habitude qui était devenue quotidienne, il chercha un remède à base de plantes. À l'époque, il avait entendu du bien d'une boisson appelée vin Mariani, qui contenait des feuilles de coca broyées et du vin rouge, et dont on disait qu'elle guérissait tous les maux. Cela donna à John l'idée de fabriquer sa propre version pour guérir sa dépendance à la morphine. En utilisant des feuilles de coca, du vin rouge et des noix de cola, il crée ce qu'il appelle le Pemberton's French Wine Coca, le vin français au coca de Pemberton. Les feuilles de coca étaient connues pour agir comme un stimulant et supprimer la faim, la soif, la fatigue et la douleur. Malgré le fait qu'une feuille contenait 0,35% de cocaïne, il était facile de s'en procurer aux États-Unis. Certains médecins et pharmaciens avaient déclaré que c'était un remède possible contre la dépendance à l'opium et à la morphine. Quant aux noix de cola, elles étaient riches en caféine et connues pour faciliter la digestion. John pensait que son vin de coca pouvait non seulement guérir les dépendances, mais aussi la dépression, l'anxiété, les différents maux, dont les maux de tête. Pour aider d'autres vétérans de la guerre, il mit en place un réseau de distribution pour vendre son remède. Il fabriquait le sirop dans son laboratoire et l'expédiait ensuite à des partenaires et entrepreneurs qui pouvaient la vendre comme bon leur semblait. Le remède eut un succès immédiat et fut utilisé par beaucoup de gens. Mais la demande ne suffisait pas à faire tourner l'entreprise. John était confronté à un défi qui obligea sa nouvelle entreprise à prendre un tournant, ce qui conduisit à l'invention du Coca-Cola. L'année où le vin de Pemberton arrive sur le marché, Atlanta annonce qu'il va se rallier à d'autres États américains et interdire l'alcool. Craignant que cela ne signe la fin de son nouveau remède, John s'empresse de trouver une nouvelle formule. Une fois le vin enlevé de sa formule, il réalise que la noix de cola rend le tout extrêmement amer. Alors il remplace par une caféine synthétique. Puis ajoute du sucre, de l'acide citrique, de la vanille, de l'huile de citron, de l'orange et des extraits de muscade et de coriandre. Le comptable de John, Frank Robinson, lui suggère ensuite de changer le nom pour Coca-Cola, mais il insiste pour qu'il l'écrive avec 2 C, car c'est plus accrocheur. John suit son conseil et lance son nouveau remède 1 an plus tard, le Coca-Cola. Le bilan est un désastre total. La première année de vente avait atteint $50 avec un coût de $70 en fourniture. John le vit comme un échec. Mais Frank voyait les choses différemment. La perte était prévisible puisque l'entreprise était nouvelle. Son optimiste l'amena à proposer une autre idée brillante, commercialiser le remède avec des bannières, des affiches dans les tramways et des auvents dans les magasins à l'effigie de la marque. John était hésitant mais Frank sut le convaincre, c'était un risque qu'il fallait prendre. Heureusement, il ne s'était pas trompé. Coca-Cola devint un succès à travers Atlanta. John et Frank ont pu prouver qu'il vaut mieux relever un défi que de l'abandonner, si on veut atteindre de nouveaux sommets de réussite. Par une cruelle ironie du sort, la santé de John se détériorait à mesure que les ventes de Coca-Cola s'élevaient. On lui diagnostiqua un cancer de l'estomac et il rechuta dans son addiction pour soulager la douleur. Craignant de manquer d'argent pour sa famille à cause de sa dépendance, il prit la décision difficile de vendre des parts de l'entreprise. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas de grands espoirs dans l'avenir du Coca-Cola.
il pensait que Coca deviendrait un jour une boisson nationale et garda un tiers de ses parts pour son fils Charles. À l'époque, Charles était responsable de la fabrication, mais est lui-même devenu dépendant à la morphine. Frank craignait que Coca-Cola n'ait personne pour mener à bien la vision de John de se nationaliser. Il prend donc la responsabilité de trouver le bon investisseur pendant que John est toujours cloué au lit. Grâce à un contact d'affaires, il rencontre un riche entrepreneur nommé Asa Candler. Lorsque Frank s'approche, Asa lui dit qu'il ne pense pas que Coca-Cola soit une entreprise rentable, mais Frank était plus avisé. Un jour, alors que les deux hommes se tenaient dehors, Frank montra du doigt un chariot et dit « Vous voyez ce chariot qui passe avec tous ces fûts de bière vides. Nous allons pousser Coca-Cola jusqu'à ce qu'on voit des chariots comme ça, mais remplis de Coca-Cola. » Asa fut convaincu par la vision de l'entreprise et acheta les droits de la marque et la formule secrète du Coca-Cola. Et comme Frank l'avait prédit, il ne perdit pas de temps pour développer l'entreprise. Non seulement il étendit la vente à plus de pharmacies et d'épiceries, mais eut l'idée du siècle. Il distribua des petits bouts de papier qui pouvaient être échangés contre un verre de Coca-Cola aux fontaines à soda. À l'époque, ces fontaines étaient considérées comme un lieu de rencontre populaire où beaucoup de gens allaient pour se voir. C'était la première fois de l'histoire qu'une entreprise distribuait ce qu'on appelle aujourd'hui des coupons pour des échantillons gratuits. La vision de John pour le Coca-Cola avait été la clé pour redonner confiance à ses employés, ainsi qu'à l'homme qui allait aider plus tard à établir sa marque. Malheureusement, John ne vit jamais sa vision se réaliser en entier. 2 ans après qu'Asa ait commencé à développer la société, il succomba à la dépendance de la morphine et meurt sans un sou. La dépendance de Charles s'étant aggravée, Asa prit le relais et fonda la société Coca-Cola. Il mena l'expansion de la vente de Coca-Cola dans tous les États d'Amérique, puis au Canada, mais il échoua à créer de la demande en Europe. En Allemagne, tout ce qui n'était pas de la bière, du vin ou de l'eau était considéré comme destiné aux enfants, alors qu'en France, l'achat d'une boisson américaine de qualité inférieure était considéré comme une insulte. Asa manqua aussi de vision sur le long terme, le jour où une occasion en or lui tomba dessus. Un jour, 2 avocats du nom de Joseph Whitehead et Benjamin Thomas entrent dans le bureau d'Asa. Le Coca-Cola a déjà du succès en tant que boisson de fontaine, mais si on le mettait en bouteille, propose-t-il. En bouteille demanda Asa d'un air perplexe. Oui monsieur, les gens pourraient en amener chez eux. Asa pensait que c'était une idée ridicule. Il croyait que l'avenir du Coca était dans les fontaines. L'embouteillage étant une opération coûteuse, il ne voulait pas y participer. Il dit à Joseph et Benjamin qu'ils pouvaient mettre en bouteille tout le Coca-Cola qu'ils voulaient pour seulement $1. Ils n'avaient rien à perdre, car s'ils réussissaient, ils vendaient plus de sirop, et s'ils échouaient, ils ne perdaient pas un centime. Par la suite, Joseph et Benjamin trouvèrent d'autres personnes pour financer et gérer une opération de mise en bouteille du Coca-Cola. Elle devint l'une des premières entreprises de franchise en Amérique. À la grande surprise d'Asa, les clients étaient accros aux bouteilles de Coca-Cola. Elle était devenue si populaire que les concurrents avaient essayé d'en créer leur propre version. Finalement, l'entreprise Coca-Cola décida de créer quelque chose d'unique et de difficile à copier, une bouteille courbée. De cette façon, les clients sauraient qu'ils achetaient le vrai produit. Des années plus tard, la quantité de Coca-Cola vendue en bouteille dépassait celle vendue dans les fontaines à soda. L'idée soi-disant ridicule de Joseph et Benjamin avait inspiré l'emballage emblématique du Coca-Cola et avait ouvert la voie vers un succès montant. L'année qui suivit la mise au point de la bouteille courbée de Coca-Cola, Asa démissionna de l'entreprise. Il fut élu maire d'Atlanta et transmit l'entreprise à ses enfants. 3 ans plus tard, il la vendent pour $25 millions à un groupe d'investisseurs. C'était à l'époque la plus grosse opération financière de l'histoire du sud de l'Amérique. L'un des investisseurs à l'origine de cette opération était un banquier du nom d'Ernest Woodruff, qui fit entrer la société en bourse cette année-là. Il simplifia le processus de production du Coca-Cola et veilla à ce que la qualité soit maintenue, quel que soit le lieu de production. Peu de temps après, il prend sa retraite et convaincut son fils Robert de devenir le président de la société. Robert était un génie du marketing, qui avait passé de vendeur de camions à directeur général avant de rejoindre Coca. Sous sa direction, la société enlève les minuscules quantités de cocaïne de la formule. Il lance ensuite les capsules métalliques, les packs de 6 bouteilles et des fontaines automatiques. Ils réussissent également à s'occuper des affaires en suspens d'Asa, en créant une demande de Coca-Cola en Europe. La société fait de la publicité, donne et vend du Coca-Cola dans toute l'Europe en le présentant comme une marchandise fun et rafraîchissante. Certaines bouteilles sont vertes avec un opercule en or pour imiter le Magnum de Champagne. Il crée également une association avec de nombreux événements historiques et festifs. Lorsque l'équipe olympique américaine se rend à Amsterdam pour les Jeux olympiques de 1928, il donne 40 000 bouteilles de Coca-Cola. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il jure que chaque soldat américain sera en mesure d'obtenir un Coca-Cola partout où la guerre les conduira. Il crée également l'image moderne du Père Noël, un homme joyeux au costume rouge, alors qu'avant il était considéré comme un homme maigre au costume rouge, vert et brun. Aujourd'hui, le Coca-Cola est étroitement associé à la culture américaine et est connu comme un symbole national. C'est aussi la deuxième marque la plus reconnue dans le monde derrière Nike.
Chaque jour, près de 2 milliards de boissons sont servies dans plus de 200 pays. Avant que Robert ne prenne sa retraite, il gardait sur son bureau un presse-papier sur lequel on pouvait lire « Il n'y a pas de limite à ce qu'un homme peut faire, ni à où il peut aller, s'il ne se soucie pas de qui en obtient les mérites ». C'est l'histoire d'un pharmacien devenu vétéran de la guerre et de ceux qui l'ont succédé pour créer ensemble la marque Coca-Cola, dont le chiffre d'affaires s'élève à 74 milliards de dollars. Pour d'autres histoires inspirantes et des conseils de la part des leaders les plus prospères d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.